Écoutez, avant de conclure, rassurez-vous, je vais peut-être raccourcir. Avant de conclure, je voudrais quand même, Dany Laferrière l'avait un peu suggéré, laisser une note de petite poésie ici, c'est-à-dire appeler quelqu'un qui va nous dire en 2, 3 minutes quelques paroles qui pourraient nous accompagner comme une sorte quand même de bagage tout au long de notre voyage. Je vais appeler Marc-Alexandre Bambé, autrement dit le capitaine Alexandre, de venir un peu ici. Voilà. Alors, capitaine Alexandre, connu donc sous le pseudonyme de capitaine Alexandre, c'est un grand dandy comme vous voyez. La biographie que je lisais, très cocasse qu'il avait dû faire lui-même, c'est-à-dire dandy de grand chemin, être écrivain vivant à contre-jour, au tempo du corps et du cœur en accord, respirant au rythme des mots bleus jetés entre les îles du monde. Ces textes écrits du bout des lèvres sont des instants fugaces, éclatant sur le papier avant d'être mis en voix par le slameur schizophone. Chez Capitaine Alexandre, la scène est une seconde nature, comme la nécessité d'être et trouver le sens de sa présence au monde, laisser une trace, partager un moment d'humanité avec le public. La littérature, la poésie, la philosophie, la musique et le slam sont pour lui des indisciplines artistiques et des déraisons d'art de vivre, urgentes, nécessaires et vitales. Membre fondateur du collectif On a slamé sur la Lune, ou voilà, une OLP, c'est-à-dire Organisation de libération de la parole, recherchée pour attentat poétique. Marc-Alexandre Bambé a publié 2 recueils de poèmes, 2 recueils de textes, ADN, c'est-à-dire Afrique, Diaspora, Négritude, et Le Chant des possibles aux éditions La Cheminante. Dans quelques semaines, sortira en poche son livre Résident de la République, donc ce qui réside dans la République. Résident de la République, c'est un essai poétique, philosophique, politique aussi, une somme de réflexions sur notre histoire commune, l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté, les attentats tragiques du début d'année 2015 en France, l'esprit du 11 janvier, la pression et la passion des débats qui ont suivi. Donc j'ai trouvé que tous ces éléments faisaient que je lui ai proposé de venir nous dire pendant 2, 3 minutes quelque chose qu'il a écrit et qui pourrait nous accompagner. Capitaine Alexandre. Merci Alain et merci à vous. Trimballé d'utopie en utopie. Noyé dans mes apories, j'ai fini par m'expulser de moi-même pour vivre debout, ne pas mourir arc, bouté, dérouté, dégoûté de ne pas avoir osé. Depuis, la sève de mes rêves illumine mon voyage et me revient à l'esprit obsédante cette doctrine de vie, mélodie bleue que je vous offre en refrain. Écrire juste, juste écrire, écrire juste, juste écrire, écrire juste. Juste écrire comme d'autres plantent les arbres, comme d'autres tentent l'impossible, comme d'autres chantent les possibles, comme d'autres vivent. Afin que l'humain rallume enfin la lumière de ce siècle obscur, j'écris de la poésie. Et Alain, j'ai fait un rêve. Oui, moi aussi, j'ai fait un rêve, vivre libre. Faire admirer comme giroflée sur terre sombre le lyrisme de ma couleur, surmonter ma douleur, ne plus survivre dans la pénombre, mais vivre enfin entre lumière et ombre, expier mon pessimisme, vomir ma haine, briser mes chaînes et apprendre à redire « je t'aime ». Oui, j'ai fait un rêve. À défaut d'en vivre, survivre dans mon art, dans ce monde à part et fantastique, faire partager ma folle démence, toujours être sur le fil, sur le grill, voyager sur le Nil, exercer mon style, caresser le soleil et faire merveille, repousser les limites de la décence et frôler l'indécence, être enseigné à l'école et tenter peut-être de vous enivrer comme de l'alcool. J'ai fait un
rêve. Écrire. Oui, écrire pour sortir de ma race humaine. Écrire pour sortir de ma noire couleur, écrire pour sortir de ma classe bourgeoise, écrire pour sortir de ma caste de privilégiés. Et en rêvant d'écrire, je suis devenu un intouchable. Oui, je suis devenu un intouchable et je marche, même quand rien ne marche, sur des chemins d'orage et d'espérance. Alain, ici, on partage le manioc et l'igname des jours, les sourires vrais qui chantent l'amour, le soleil de l'art, la clarté de l'âme musicienne qui ose toujours. Ici, comme ailleurs, pourtant, la misère tutoie les petites jambes et les casas restent grandes ouvertes aux anges et aux passagers des vents voyageurs à la recherche du temps et du sens perdu. Ici, nos différences osent et causent en connaissance de cause et chaque instant s'éternise en prose dans l'éloquence du silence des poèmes cachés sous nos paupières closes. Ici, on partage le manioc et l'igname des jours, les sourires vrais qui chantent l'amour, le soleil de l'art, la clarté de l'âme musicienne qui ose toujours. On partage la pamonia, le tapioca dans des maisons aquarelles de lumière et le maïs acheté au bord des routes à la saveur inénarrable des certitudes qui chassent l'ombre des doutes. Des doutes, il n'y en a pas, je suis chez moi ici. Je me sens chez moi aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la cachaça, le rhum, la prestige de l'amitié, ces nouvelles sœurs, ces nouveaux frères de par le monde qui m'accueillent et m'invitent à lever mon verre et trinquer à la beauté rebelle des lunes orangées. Le monde va mal, certes, mais por favor, permettez-nous de nous saouler d'images, de visages, paysages, de fou rire, de sourires, farandoles, de souvenirs, de joie arrachés aux années qui filent vers l'éternité, qui tremblent et semblent vouloir nous dire encore qu'au dernier soir sur cette terre, pour chacune et chacun d'entre nous, avant la mort, il ne restera que la douceur ou la douleur, la délicatesse, la tendresse des heures, tempo, incandescent, moment fulgurant de vie, ensemble. Ici, on partage le manioc et l'igname des jours, les sourires vrais qui chantent de l'amour, le soleil de l'art, la clarté de l'âme musicienne qui ose toujours ici. Oui, ici, Alain, on partage l'afro-optimisme. Merci. Merci beaucoup, capitaine Alexandre. Je voulais aussi faire résonner le côté artistique que tu incarnes. Et tu sais que les mots, je les aime autant que tu les aimes. Dans la mesure où nous sommes pris par le temps, je me suis dit, je vais laisser tout le long le texte de l'autre côté, puisque je vois que les manuscrits d'Achille Mbembe traînent par terre. Il ne sait pas que tout cela peut coûter très cher sur eBay dans quelques années. Il ferait mieux, parce que ça, c'est l'héritage qu'on pourrait laisser. Je pense encore à cette époque, quand Dany Laperrière était étonné que je n'ai pas gardé tous mes manuscrits écrits à la main. C'est presque une tautologie. Je dis non, je n'ai pas gardé. Il a dit, fais vite de vite recopier tes livres à la main parce que ça va coûter cher plus tard. Hein? En tout cas, je suis très heureux d'avoir réuni cette fratrie de la pensée, de l'écriture, de la connaissance, et de voir l'intérêt croissant que cette rencontre a pu susciter. Il y a quelques années, si on avait dit que oui, on allait organiser quelque chose sur la littérature africaine dans une salle en bas de 500 places et qu'en haut, je ne sais pas, 300 et quelques, et qu'on serait régulièrement entre 800 personnes à écouter ce que j'appelle ici la messe africaine, on aurait peut-être pu voir que quelques spécialistes irréductibles qui seraient là, tranquilles, à écouter. Mais je pense que le nombre croissant de vos visites ici, de vos audiences ici, de vos interventions ici, montre à quel point la littérature africaine ne peut plus continuer à larmoyer en disant qu'elle est ghettoisée. Je pense même qu'elle est en train d'avoir un traitement si spécial que la littérature française devrait commencer à s'inquiéter et à chercher un pays pour aller en exil.
Si j'ai pensé qu'il fallait faire ce colloque, c'était aussi pour montrer à tous ces professeurs, à tous ces écrivains, à tous ces artistes qui travaillent, chacun parfois de leur côté, que travailler ensemble était possible, que si nous travaillions ensemble dans un sentiment décomplexé, pas forcément dans l'esprit d'aller rechercher une confrontation entre un monde, comme je l'ai dit toujours, qui aurait raison et un autre qui aurait tort, entre un monde qui serait qualifié dans les ténèbres et que l'autre qui serait dans la lumière, eh bien, nous avancerons. Nous avançons parce que nous comprenons désormais que les arts ne peuvent plus être dissociés, que ce qui se passe en histoire, ce qui se passe en littérature ou en anthropologie a des conséquences forcément dans le texte que l'écrivain est en train d'écrire, dans le slam que le capitaine Alexandre est en train de déclamer. Colonel Alexandre rajoute, voilà, colonel, voilà. À partir de maintenant, il est colonel, nommé par un écrivain qui a la pratique de coup d'État. Il essaie, voilà. Voilà. Si j'ai tenu à ce que ce colloque soit là aussi, c'est toujours dans le prolongement de mon esprit de vouloir cesser d'alimenter ce que j'ai appelé le sanglot de l'homme noir, ce que j'avais déjà écrit dans un livre qui parfois n'avait pas été compris puisque chacun était parti de son petit refrain en pensant que le sanglot de l'homme noir que j'avais publié en 2012 était un livre qui était censé dire aux Africains arrêtez de ressasser le passé, que l'esclavage n'existait pas, que la colonisation était une promenade de santé. Non, ce n'était pas ce qui était dit dans ce livre. L'avantage des livres qui touchent les questions des études postcoloniales, les questions de l'esclavage, c'est que, en général, ceux qui en parlent le plus sont ceux qui en lisent le moins. C'est comme un peu les petits écoliers dans la publicité qu'on voit à la télé où, si vous en parlez trop, parce que vous avez entendu tel qui en a parlé, et vous ressassez finalement la même chose. C'était un livre qui, au contraire, demandait de l'optimisme. Et je suis content parce que, en percevant l'analyse que vient de faire tout à l'heure Achille Mbembe sur l'afrofuturisme, mais l'afrofuturisme est un courant d'optimisme. C'est un courant qui demande, c'est vrai, de voir ce qui est en train de venir, cette Afrique qui vient, qui n'est pas une Afrique claudicante, qui n'est pas une Afrique qui porte un voile ou qui n'est pas une Afrique en deuil. Nous devons être prêts pour la recevoir. Et nous devons aussi savoir que de la même manière, nous sommes en train de dire que le visage de la France a changé, que la carte de la France n'est plus en noir et blanc, que c'est une société multiculturelle, c'est aussi le cas dans nos sociétés africaines. Nous avons toujours tendance à rêver une Afrique unifiée où il y aurait que, je ne sais pas, une seule race, une seule ethnie, une seule tribu. La société africaine aussi évolue, même à travers les rapports avec les autres pays à côté, puisque, rappelons-le, l'immigration africaine la plus intense n'est pas celle qui se fait entre l'Afrique et l'Europe, mais c'est celle qui se fait à l'intérieur même du continent africain. Donc le sanglot de l'homme noir consistait à dire le passé nous sert de repère, mais il faut faire attention au présent que nous puissions perdre la plupart des droits que nous avons reçus par les combats de ceux qui avaient retroussé les manches, pour employer une expression, j'espère, c'était celle de Rokhaya Diallo qui reprenait un intervenant de l'autre côté. Retroussons les manches, non pas pour nous épuiser dans des combats plutôt vains, scolastiques, pas l'écrivain, mais qui seraient plutôt d'école, mais de faire en quelque sorte que si sanglot il y a, nous devons sangloter sur ce présent-là, parce que ces injustices que nous sommes en train de combattre, le désir de déconstruire l'histoire africaine telle qu'elle a été écrite, ce travail-là sera reconnaissant pour les générations futures. Et c'est pour cela que j'ai toujours pensé à cette phrase de Frantz Fanon, où
il disait dans la conclusion de Peau noire, masque blanc, un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain, un seul devoir, celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Et il conclut en ajoutant, mon ultime prière, ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. Un homme qui interroge, c'était ces hommes et ces femmes, ces écrivains, ces artistes qui, pendant cette journée, se sont interrogés parce qu'ils ont refusé la capitulation, parce qu'ils ne sont pas des chantres du larmoiement, parce qu'ils n'expliquent pas forcément la défaillance comme étant la fin des choses. Quelqu'un avait dit quelque part que, la défaillance, c'est toujours un succès qui a raté. On peut toujours recommencer et on peut toujours gagner dans ce sens. Faire ce colloque ici, c'était aussi dans mon esprit l'idée de dire à la France universitaire, à la communauté universitaire française, aux institutions françaises, que les études africaines ne sont pas une sorte de cerise sur le gâteau. Les études africaines ou la culture africaine, les cultures africaines ne sont pas simplement des objets exotiques, c'est une science très profonde et parfois si l'Europe ne se comprend pas, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas su regarder à l'intérieur de ces disciplines sa propre part, son propre visage qui se retrouve à l'intérieur. Étudier aujourd'hui l'Afrique en France, ce serait déjà avancer vers peut-être une solution dans la compréhension des crises identitaires qui se passent ici. Si j'ai dit, par exemple, dans Le sanglot de l'homme noir, que lorsqu'un Sénégalais et un Congolais se rencontrent, ils sont obligés de parler en français parce qu'ils ne se connaissent pas, il en va de même avec le français. On a l'impression que parce que nous parlons avec le français en français, que nous nous sommes naturellement compris. Il reste que moi, on m'a imposé d'étudier l'histoire de la France, mais à l'autre, au Français, on ne lui a jamais imposé d'étudier l'histoire d'Afrique. Forcément, dans nos rapports, il va toujours me trouver comme quelqu'un qui est à la marge de l'histoire. On a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est presque pour dire « ces gens, ils ont tellement trop souffert, il faut quand même leur donner ça ». Je n'ai jamais accepté quelque chose qui vienne dans ce sens-là. J'ai toujours aimé batailler, je refuse la facilité et je refuse aussi qu'on me définisse par rapport aux échecs que j'ai eus dans mon histoire. Je suis là aussi pour dire que nous pouvons mieux faire, que même si une montagne ne peut pas être déplacée à première vue, mais l'obstination, peut-être la patience, même si vous n'avez qu'une brindille ou ce n'est pas une aiguille, petit à petit, grain par grain, un jour la montagne va disparaître et ça va vous permettre de regarder l'horizon. Cesser le sanglot de l'homme noir, c'est aussi ne pas forcément expliquer son identité par la couleur de peau. Parfois, on a besoin aussi de quelqu'un qui ne nous ressemble pas pour comprendre que le monde ne marche que par l'effet des contraires et que les différences ne sont pas forcément des oppositions et que celui qui dit qu'il sait tout, il faut déjà qu'il commence à creuser lui-même sa propre tombe parce que l'immensité de ce qu'on ne sait pas, nous la laisserons ici une fois que nous irons dans l'autre monde. Je pense que ce que nous devons convoquer désormais, c'est cet échange, ce monde de courtoisie, cet esprit de dialogue qui a fait qu'on puisse organiser cette rencontre. Et puis, ce que j'aime aussi dans cette aventure intellectuelle, c'est qu'elle nous apprend l'humilité de considérer que les civilisations des autres ne sont pas petites et que si nous pensons que la nôtre est immense et gigantesque, c'est que nous n'avons pas de civilisation, nous n'avons que ce que Achille Mbembe appelle la culture de la violence. Et cette culture de la violence, nous la repoussons doucement en opposant la culture de la courtoisie, en refusant les conséquences même de ces politiques
de l'inimitié, pour reprendre le terme qui va désormais être dans la bouche de tous les spécialistes des études post-coloniales et des pauvres étudiants qui cherchent des sujets de thèse, et ils en ont maintenant là. Pour reprendre donc cette culture, nous allons la refuser jusqu'au bout, mais dans une étude objective de nos connaissances, parce que, répétons-le, il faut faire de nous-mêmes toujours des hommes qui interrogent, et j'allais même dire qui s'interrogent. Au fond, on revient à la philosophie ancienne, connais-toi toi-même. Est-ce que nous nous connaissons? Point d'interrogation. Nous ne nous connaissons pas, c'est pas grave, on sortira un jour de ces ténèbres par la connaissance, par le fait que je suis persuadé qu'au Collège de France, il y aura un jour permanemment les études africaines. Même si je n'ai fait que tracer les sillons, je serais tellement heureux de regarder de loin et de dire « voilà, le train est en marche », que ceux qui veulent aller à la prochaine gare rentrent dans le wagon le plus proche, même si ce n'est pas la classe à faire. L'essentiel, c'est d'arriver. Merci beaucoup. On se voit. Voilà. Merci.